Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Les banquiers à nouveau reçus à l'Elysée, manière de s'assurer, voire d'obtenir qu'elles accordent les crédits que réclament les entreprises. Nicolas Sarkozy, pour qui les licenciements seront inévitables, évoque un pacte moral entre les banques et la nation. Dominique Strauss-Kahn proposera une nouvelle gouvernance mondiale au sommet du G20. Le directeur du FMI prévoit une croissance nulle pour les économies avancées l'an prochain. Le nombre d'expulsions de sans-papiers dépasse en 9 mois ceux de 2007. Brice Hortefeux instaure le test de français pour les candidats au regroupement familial. Les prix fous, voire les arnaques de la santé, les dentistes épinglés. Quand ils facturent 1 500 €, voire plus, une couronne achetée en Chine, quelques dizaines d'euros seulement. Et puis d'autres sujets au sommaire du 18h. Sonia, ce soir avec nos invités. Oui, le conflit des messageries de la presse avec la non-parution des quotidiens nationaux ce matin. Une explication sur ce plateau entre Philippe Tesson et Laurent Jourdage de la CGT du livre. Et puis la dénonciation d'une mère de famille sans papier par la mairie du 5e arrondissement. Avec nous, Pascal Boitard, adjoint de Bertrand Delanoë, et Jean-Pierre Fourcade, sénateur UMPD au Seine, qui commentera aussi les propositions de Dominique Strauss-Kahn, patron du FMI. Et enfin, l'un des acteurs clés du financement des PME, François Drouin, PDG de la banque publique Oseo. On l'attend puisqu'il arrivera directement de l'Elysée, où la réunion donc autour du chef de l'État se poursuit. Une réunion donc pour contrôler l'aide aux PME et à toute l'économie. Oui, un pacte moral entre la nation et les banques pour faire face à la crise financière. C'est le message de Nicolas Sarkozy qui vient de recevoir les préfets, les trésoriers et les banques. On l'écoute tout de suite. J'appelle les banques à leur responsabilité. Dans les circonstances très exceptionnelles que nous traversons, les entreprises, notamment les plus petites, ont plus que jamais besoin de visibilité et de stabilité dans leur financement bancaire. Pour cela, les entreprises ont besoin que leurs partenaires bancaires maintiennent leur offre de crédit à des prix compétitifs. Voilà, le chef de l'État qui, par ailleurs, a affirmé que le fonds stratégique d'investissement dont il avait parlé et qui est destiné à soutenir les entreprises stratégiques en difficulté, ce fonds serait créé dans les 3 semaines. Et puis effet domino de la crise chez ArcelorMittal, la moitié des hauts fourneaux du géant de l'acier va être arrêtée, au moins provisoirement. Ces interruptions concernent une douzaine de sites européens spécialisés dans les aciers plats. On écoute tout de suite Michel Tosi du syndicat CFDT ArcelorMittal Méditerranée. Dans quelques instants, on a un problème sur ce sonore. Alors, on passe tout de suite au débat qui agite le Sénat en ce moment. Il s'agit du débat sur le projet de loi création et Internet défendu par la ministre de la Culture. Oui, les débats cet après-midi ont porté sur la sanction en cas de téléchargement illégal. Les sénateurs ont maintenu le principe de la coupure Internet prévu par le projet de loi de Christine Albanel. Pas d'amende, donc compte rendu de la journée avec Élise Ecardi. Alors, est-ce que nous allons pouvoir suivre les débats de cet après-midi au Sénat On y reviendra peut-être tout à l'heure. Un petit peu plus tard. Nous parlons maintenant de Brice Hortefeux, qui est donc en avance sur son objectif. Et oui, selon son ministère, les expulsions d'immigrés en situation irrégulière des 9 premiers mois de 2008 ont dépassé celles de toute l'année 2007. L'objectif du gouvernement a été porté cette année à 26 000 expulsions, des chiffres très discutés. Anne-Louise de Rohan. Pas de doute, Brice Hortefeux maintient le cap. Avec une hausse du nombre d'expulsions par rapport à 2007, le ministre de l'Immigration remplit pour l'instant les objectifs fixés par Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux est surtout satisfait de sa politique de retour volontaire, c'est-à-dire aujourd'hui 1/3 des personnes en situation irrégulière. Pour le ministère, c'est clair, il faut continuer à faire la chasse aux fraudeurs et notamment faire le tri dans les demandeurs d'asile. Ce qu'il faut, c'est accorder l'asile, c'est-à-dire la protection de la France à ceux qui ont besoin de protection, c'est-à-dire aux réfugiés, et écarter, bien entendu, de ces dispositifs les personnes qui n'ont pas de besoin de protection. Seulement le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 12% par rapport à l'année dernière, même si au final ils ne sont qu'1/3 à obtenir le fameux sésame. Pour les autres, c'est la file d'attente des expulsés, les expulsions que dénoncent les associations de réfugiés.
plus les situations individuelles. Et donc, vous avez des drames, vous avez des gens qui sont là depuis 10 ans, qui sont expulsés, et on ne regarde plus individuellement ces situations. On est dans des politiques massives. Il s'agit de faire communication autour de ces problématiques-là, et on ne règle rien. En tout cas, Brice Hortefeux compte bien rester sur sa lancée et confirmer les résultats annoncés. Avec 539 millions d'euros de budget accordé à son ministère pour 2009, le ministre reste confiant. Et puis une manifestation a eu lieu ce matin devant le commissariat du 5e arrondissement de Paris. Il s'agit de soutenir la jeune femme de nationalité équatorienne dénoncée par la mairie lors de l'inscription de son fils de 8 ans à l'école. Une manifestation organisée par différentes associations dont Réseau Éducation Sans Frontières. Les scandales dans la santé maintenant avec des prix fous et des arnaques. Et alors que Roselyne Bachelot souhaite placer certaines professions de la santé sous surveillance en raison du déficit de la sécurité sociale, eh bien le magazine Capital épingle certains abus pour gonfler leurs marges sur les couronnes. Certains dentistes remplaceraient l'or par le plomb. Les plus utilisées sont les couronnes chinoises. Très bon prix. Pierre Bonne-Joseph. Je monte une céramo-métallique, c'est une 45, une prémolaire du bas. Pour cette dent, il faudra à Patrick Nibel 4 longues heures de travail. Prix de revient 150 € contre 3 fois moins pour les prothèses chinoises. Alors, quand il a appris que certaines dents venues d'Asie contenaient du plomb nocif pour la santé, il n'a pas été totalement surpris. Bon, on règne sur la main-d'œuvre et puis sur la qualité du produit, c'est l'évidence. Quand vous voyez qu'une prothèse qui est faite avec un métal précieux, vu le prix des métaux précieux actuellement, quand il faut 2-3 grammes dans une dent, on arrive déjà à 40-45 € de matériaux. Quand vous voyez que la dent elle-même importée avec le voyage arrive à 50 €, il y a un malaise. Aujourd'hui, les gens ne connaissent ni l'origine des prothèses qu'ils ont dans la bouche, ni leur prix de revient. Des prix de revient en chute libre rarement répercutés sur la facture présentée aux patients. Quand ils achètent une prothèse qui est de l'ordre de 30 à 60 €, ils la revendent 500, 1000, voire 1500 €, donc la marge est colossale. D'ailleurs, il y a un décret qui n'est jamais passé pour distinguer le prix de la prothèse elle-même et le prix de la prestation. En gros, il y a une opacité totale sur les tarifs. Aujourd'hui, un tiers des dents posées sont fabriquées à l'étranger. Seul moyen d'y voir clair, demander à son dentiste la feuille de traçabilité qui accompagne chaque prothèse. Un document obligatoire qui détaille origine et matériaux employés, mais qui finit trop souvent dans le tiroir des dentistes. Les suites des soutiens à Barack Obama. Aujourd'hui, c'est l'hebdomadaire britannique très influent et très libéral, The Economist, qui dit choisir Barack Obama, la présidentielle américaine, avec la suite, Sonia, de notre feuilleton. Nous sommes toujours dans l'Ohio. Oui, à 6 jours des présidentielles, nous partons aujourd'hui pour Glen Ford, à quelques dizaines de kilomètres de Columbus. Gros plan sur le monde rural et conservateur de cet État clé dans la course à la Maison-Blanche. Thomas Raguet et Caroline Delage. Bienvenue à Glen Ford dans l'Ohio, un village situé au cœur du monde rural américain. La population à majorité blanche y est plutôt conservatrice, à l'image de Jim et Judy Watters, un couple d'exploitants agricoles. Judy, elle, hésite encore sur son vote. Certaines questions la font douter, comme la guerre en Irak. Je pense que les leaders de notre pays doivent avoir une certaine expérience militaire. Ils prennent de meilleures décisions quand ils sont passés par là. Ils savent de quoi ils parlent. Mais je n'en fais pas un préalable. D'autres sujets comptent bien plus à ses yeux. Et pour l'instant, aucun candidat n'a le programme parfait. J'ai des craintes concernant les programmes des deux candidats. Je crois au libre choix concernant l'avortement et ce n'est pas le cas de McCain. Par ailleurs, nous sommes très attachés au fait de pouvoir garder nos armes, car nous sommes tous chasseurs ici et nous vivons beaucoup de ce que nous chassons. Et nous sommes inquiets qu'Obama interdise le port d'armes. Des armes, Jim en a près d'une 60aine chez lui. On en trouve presque dans tous les coins de sa propriété. Dans son garage trône en bonne place le second amendement de la Constitution qui garantit à chacun le droit de porter une arme. De sa poche, il sort sa carte de membre à vie de la NRA, le lobby pro-armes américain. Voici un petit historique des positions qu'Obama a pris concernant les armes et ce qu'il compte faire. La NRA qui abreuve ses membres de tracts anti-Obama.
La NRA est contre Obama à cause de sa position sur les armes et pour moi, c'est l'enjeu principal de cette élection. Obama veut retirer les armes qui sont en circulation et je ne veux pas que ça se produise. Si le choix de Jim est définitif, certains habitants de la région semblent plus nuancés, à l'image de ceux croisés à l'église luthérienne de Glenford, où Judy se rend le dimanche. Je prie pour que le Seigneur choisisse le meilleur candidat, qu'il soit démocrate ou républicain. Mais je pense que s'ils avaient dépensé tout cet argent pour le pays, plutôt que pour eux-mêmes, le Seigneur aurait été reconnaissant. Vous savez pour qui vous allez voter? J'ai déjà voté par anticipation. Vous pouvez nous dire pour qui? Oh oui, Obama. Malgré les déclarations d'intention, une inconnue demeure. Dans une région où les Afro-Américains ne sont pas légion, les électeurs voteront-ils pour un candidat noir le jour du scrutin? Et puis le produit intérieur brut des États-Unis a reculé au troisième trimestre de 0,3% par rapport au trimestre précédent. La contraction de l'activité économique est moindre que ce que craignaient les analystes. La suite du 18h, tout de suite avec nos invités qui sont déjà présents. Le conflit au NMPP, la question des sans-papiers, le plan DSK pour la finance mondiale. Il veut faire du FMI le pompier, le maçon et même l'architecte de la finance. Et puis le financement des PME, donc avec le président de la banque Oseo, François Drouin, qui va arriver dans quelques instants tout droit de l'Elysée. Alors pas de quotidiens nationaux ce matin à la suite d'une nouvelle action du livre CGT. Philippe Tesson, bonsoir. Laurent Jordas, responsable du syndicat du livre CGT, bonsoir, sont avec nous. Philippe Tesson, c'est encore une journée noire pour la presse. Oui, pour un homme de mon âge, on a l'habitude. Il y a 50 ans que je suis dans le journalisme, il y a 50 ans que ça dure. C'est-à-dire que trois grèves en une année. Finalement, c'est une moyenne, c'est une moyenne inférieure. J'ai connu des périodes où c'était 5 grèves, 10 grèves par an. Alors, il y a 50 ans que je mêle ma voix à tous ceux qui hurlent contre le scandale que ça représente. Inutile de vous dire que ça n'a servi à rien, puisqu'il y a encore 3 grèves par an aujourd'hui, alors que la presse agonise, la presse écrite agonise, sous l'effet d'un certain nombre de facteurs, qui sont pour certains des facteurs historiques, pour d'autres des facteurs nouveaux. C'est ça qui est scandaleux. C'est qu'il y a un nouveau facteur qui est très inquiétant, qui est la croissance, le développement du numérique, qui affecte encore plus que jamais l'avenir de la presse écrite. Voilà, alors je répète quand même une dernière fois, puisqu'il faut bien le faire, mais on est désenchanté que c'est quand même scandaleux de prendre en otage. On l'a assez dit, c'est à l'opinion, je vous le dis avec vraiment la franchise que j'ai toujours observé dans ma rapport avec le livre, puisque j'ai été moi-même éditeur de journaux, prendre en otage l'opinion, prendre en otage les éditeurs, dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Aujourd'hui, prendre en otage les journalistes, je trouve que dans une démocratie évoluée et dans le contexte présent, ça n'a pas de nom. Laurent Jordas, quand vous entendez ces arguments, que répondez-vous? Je vais vous répondre, mais bon, prendre en otage qui? Soyons très sérieux. Dans ce pays, je suis lecteur, j'ai pas le journal ce matin, de quel droit? Dans ce pays, la démocratie instaure le droit de grève. Hein. Il y a eu des grèves, bien entendu, ça fait la 3e. Moi, je me poserais plutôt la question, pourquoi? Pourquoi il y a 3 grèves? Pourquoi il y a 3 non-parutions? Tout simplement parce que on est en face d'un patronat, donc d'une direction qui refuse absolument de négocier et de négocier sérieusement. Elle nous impose son plan avec une extrême violence. Ou de négocier sérieusement? De négocier sérieusement. Écoutez, une petite anecdote. Vous avez le directeur général des NMPP que j'ai eu personnellement au téléphone. Aujourd'hui, là? Non, il y a quelques jours. En lui disant comment on fait, Monsieur Filmin, oui, comment on fait pour relancer le processus de négociation. De la part d'un syndicaliste, c'est quelque chose de tout à fait logique et normal. Oui. La réponse, elle est claire. Je n'ai plus à vous recevoir. Je n'ai rien à négocier avec vous. J'accepte de vous rencontrer qu'à une seule et unique condition, c'est-à-dire de mettre en œuvre mon plan. Rien que mon plan. Quand même opposé les actions que vous menez. Vous dites, bien sûr, ici tout le monde est attaché au droit de grève, mais on vous reproche des actions illégales. C'est pas des actions illégales. Se présenter devant le siège social de son entreprise, s'y présenter le matin de bonne heure pour accueillir son directeur général, écoutez, enfin, vous faites des journaux télévisés, vous regardez la télé comme moi,
nous lisons les journaux. Vous lisez les journaux aussi. Ah oui, on en a besoin. Vous voyez bien qu'on n'est pas les seuls. Regardez un peu ce qui se passe chez Renault, dans toutes les industries. Les salariés, à bout d'un moment, ils sont bien obligés de réagir et de manifester leur désaccord là-dessus. Enfin, il faudrait peut-être préciser pour vos auditeurs, encore qu'ils doivent être au courant, on n'est pas sur TF1, on est sur Public Sénat. On parle à des gens avertis, je pense. Enfin, rappelons-le quand même, quel est l'enjeu de cette affaire. Il s'agit de fermer ou de relocaliser, hein, c'est ça, certains centres de traitement de la distribution. Non. Enfin, il s'agit de les fermer en tout cas. Non, mais quand on arrive et qu'on veut affirmer des choses, il faut savoir exactement ce que c'est. Et si vous voulez, vous me répondrez. Moi, je vais vous dire ce que je connais du problème en jeu. Je ne le connais que par quelques informations comme ça que j'ai comme ancien éditeur, et puis par la presse aussi. D'ailleurs, vous aviez eu un quotidien que vous pourriez pas distribuer aujourd'hui, parce que en 1990, grâce au NMPP, votre quotidien a pu voir le jour, hein. Non, je parle du quotidien de Paris. Hein. Non, mais excusez-moi. Il n'y aurait pas eu un système de distribution tel qu'il existe aujourd'hui. Un combat comme au quotidien, j'ai quand même subi un certain nombre de grèves. Au niveau du livre, monsieur, je peux vous certifier qu'on a tout fait pour que vous puissiez exister. Maintenant, votre quotidien, effectivement. Vous ne me parlez pas d'exister. Vous venez de me dire que je n'ai jamais connu, dans mon existence d'éditeur, un jour de non-distribution du fait des vous exagérez sur le nombre de jours. Non, mais c'est ce que j'aimerais bien. Non, je suis en train de vous dire que si, dans les années 90, vous aviez pu, vendre et mettre sur le réseau le quotidien de Paris, c'est grâce à un système de distribution que l'on a dans ce pays. Alors, on veut moderniser ce système. Je termine je voulais préciser quel était l'enjeu. Juste entre parenthèses et pour clore cette polémique qui n'intéresse finalement, qui n'intéresse que nous deux. Je me rappelle quand même que j'ai quand même failli arrêter mon journal le 30 avril. Je connais la date parce que c'est historique pour moi en 1993 parce que ce jour-là, je n'étais pas distribué par la NPP. Bref, je dis que je pense que l'enjeu précis du mouvement d'aujourd'hui concerne quand même le projet de fermeture et de relocalisation d'un certain nombre. Ça, c'est faux. Du fait du projet de licenciement de 350, je crois, salariés du NMPP, c'est-à-dire environ 10% du personnel. Non, c'est faux, encore une fois. C'est faux. On va pas ici faire la négociation sociale au sein des NMPP. Exactement. Mais on va pas rentrer dans les détails techniques. Déjà, les NMPP, c'est 1150 personnes. Donc 350 sur 150, c'est pas 10%. Mais alors ce sont 350 personnes qui partiront volontairement, dit la direction des NMPP. Avec 62 millions de licenciement sec, avec une indemnité entre 200 000 et 300 000 euros. Vous confirmez? Non, je confirme pas. C'est faux. C'est faux, et dans ma sacoche, j'ai les documents qui peuvent vous le prouver. C'est totalement faux. Alors, malgré cela, est-ce que c'est donc justifié d'empêcher effectivement la diffusion des quotidiens dont on a besoin aujourd'hui en pleine crise pour comprendre. Mais quand vous n'avez plus d'autres moyens, monsieur, et que vous êtes obligé, nous demandons, parce je vais revenir sur les enjeux là. Il faut être clair, c'est pas uniquement la fermeture d'un centre de traitement de publication, c'est la remise en cause de tout un système, c'est la précarisation du système de distribution, c'est la précarisation de tous les emplois. C'est ça que nous nous battons là-dessus. Ouais. Nous nous battons dans le même temps, effectivement, pour nos emplois, nos salaires, mais nous nous battons aussi en même temps pour un système de distribution. Vous semblez isoler la FILPA qui chapeaute quand même le syndicat du livre, elle est contre la non-parution. Elle vous désavoue. C'est une revendication. Elle désavoue aujourd'hui. Le 14 décembre, elle signait avec nous un communiqué avec des orientations, un cahier revendicatif bien précis. Et bon, entre le 7 décembre et aujourd'hui, elle a changé de position. Posez-lui la question. Il s'agit quand même d'une revendication corporatiste. Concernant le problème qui est aujourd'hui, sur le plan historique, car il y a d'autres problèmes que l'actualité, que l'histoire a amené. Mais le problème historique, qui est le problème principal, qui est le problème de la distribution, de la vraie diffusion. La presse écrite quotidienne, qui a longtemps souffert du problème de ses coûts de fabrication, etc., le problème est relativement réglé. Et d'ailleurs, en accord avec le syndicat du livre, je lui en remarque sur ce plan, sa presse quotidienne crève aujourd'hui principalement des difficultés qu'elle a à se distribuer, à se diffuser à travers le territoire. Et Dieu sait si vous avez mis historiquement toutes sortes d'entraves à ce problème-là. À quoi s'ajoute
des problèmes nouveaux, qui sont pour certains d'ordre culturel, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire l'adéquation entre la demande du public et l'offre des journaux, et le problème de la maîtrise du numérique. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de bloquer la distribution des journaux pour la 3e fois de l'année. C'est pas admissible, qu'est-ce que vous voulez? Ne dites pas que c'est pas corporatiste. C'est votre point de vue, mais d'un point de vue du système de distribution, vous ne pouvez pas dire qu'il est trop cher. C'est un système qui est, je le dis pourtant, un des moins chers d'Europe et voire même du monde. Pourquoi vous opposez-vous au portage? Mais moi je m'oppose pas au portage. Dire que vous ne vous opposez pas, mais j'en étais certain. À la CGT, nous sommes pour le portage, monsieur Philippe Tesson, nous sommes pour le portage. À condition que vous le contrôliez. Mais non, qu'il soit bien organisé à partir des diffuseurs. Vous êtes en train, non mais les diffuseurs, c'est pas nous. Les diffuseurs, c'est un réseau de commerçants. Si à partir du moment où vous mettez un porteur à côté de chez lui, vous avez un problème. Mais c'est vous, éditeur. Et Philippe Tesson le rappelait, ça fait des dizaines d'années qu'on dit que le livre CGT, c'est le fossoyeur de la presse. Bon, il y a d'autres raisons au déclin de la presse écrite, Philippe Tesson. Oui, j'ai pas fossoyeur. On va un peu les contenus quand même. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'un jour, vous n'allez pas obtenir gain de cause et il n'y aura plus de journaux nulle part? Mais nous, on cherche pas. Regardez aujourd'hui, par exemple, tout le monde a pu lire la presse sur Internet. On ne cherche pas. Jean-Pierre Fourcade, vous avez lu vos journaux sur Internet ce matin. Vous savez ceux qui sont en train, qu'on appelle dans la main, qui sont en train de faire la fosse de la presse? C'est justement actuellement la direction générale des NMPP et certains éditeurs. Ils sont en train de construire un système de distribution qui sera taillé sur mesure pour les plus gros éditeurs. Monsieur, voilà. Vous avez, s'il vous plaît, monsieur Tesson. Quelles sont vos solutions dans ce cas-là, Laurent Jourdain, concrètement? Concrètement, nos solutions. Négocier aux meilleures conditions. Négocier quoi aux meilleures conditions? C'est négocier un système. Les conditions que vous posez sont celles-là. Il y a des valeurs fondamentales. Il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles il ne faut pas du tout transiger. Mais pas uniquement nous. L'opinion publique aussi en même temps. C'est-à-dire l'égalité de traitement des titres entre eux. Que chaque citoyen puisse trouver la revue et le quotidien de son choix dans ces endroits, et qu'il y ait un système de péréquation des coûts. À partir de ce moment-là, vous avez une certaine stabilité. C'est ça que vous êtes en train de remettre en cause. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes en train de creuser la fosse. On aura les journaux demain? Oui. Bon. Et pour les jours prochains aussi? Ça dépend de la direction générale des NMPP. Ça dépend. C'est vous qui bloquez les imprimeries. C'est eux qui doivent négocier avec nous. Moi, je suis un syndicaliste, je défends l'intérêt des salariés. Et à partir du moment où on est envoyé... Moi, j'ai connu des dizaines d'années de négociations avec les représentants de la fabrication. Là, vous connaissez à Champtipo, etc. C'était vos prédécesseurs. Vous êtes plus jeunes qu'eux. Au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années, on est quand même arrivé à un accord pour la fabrication. Pourquoi on est arrivé à des accords au NMPP. Au NMPP, ça fait 20 ans, monsieur, que nous la réformons, le système de distribution. Ça fait 20 ans qu'on modernise cette entreprise. On est passé de 3000 salariés au NMPP à 1150, comme je viens de vous le dire. On a diminué nos coûts par plus de moitié, plus de 50% ont été diminués. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas fait les choses. Est-ce que vous aimez la presse? Tout à fait. Elle vous manquait ce matin? Est-ce que ce matin elle vous manquait? Elle me manquait, et croyez-moi que quand on prend de telles décisions, ça nous tord un peu les tripes. Ah bon? Jean-Pierre Fourcade, vous voulez intervenir? Moi, je crois que l'argument essentiel, c'est ce qu'a dit M. Tesson, c'est le fait qu'il y a un report sur le numérique qui est formidable. Et que, à partir du moment où on habitue les gens, par des grèves successives, à se passer de journaux et à lire le journal sur le numérique, ça va avoir des conséquences formidables sur l'ensemble de la presse. Moi, je crois et vous coulerez avec le navire. Et oui, je crois que c'est très important. Je pense que c'est des supports de communication qui vont à un moment donné se compléter. C'est parce que on n'a pas été dans la capacité, mais pas spécialement nous, mais l'ensemble de la classe politique et des éditeurs, à mettre des règles. Vous avez trop traîné. Comme vous avez traîné sur les gratuits. Sur les gratuits, notre organisation syndicale, c'est une presse qui doit être réglementée. Vous ne l'avez pas fait. Voilà. Allez, à suivre donc en tous les cas les journaux demain matin. On verra. On verra. Et tout de suite le débat sur l'immigration avec une sans-papier, une mère de famille équatorienne qui a été convoquée par la police aujourd'hui à la suite de son signalement par une fonctionnaire de la mairie du 5e arrondissement. Votre réaction, Pascal Boistard? Écoutez, on a été très choqués d'apprendre qu'une fonctionnaire de la ville de Paris avait procédé effectivement à une dénonciation et qu'elle avait en plus demandé des documents qui ne sont pas demandés pour inscrire un enfant dans une école. Donc il est demandé des documents sur la filiation, des documents concernant la santé de l'enfant, mais aucunement de vérifier si les papiers sont et il s'agit d'une dénonciation qui est avalisée par Jean Tibéry.
Apparemment, d'après ces déclarations, il me semble que oui. Maintenant, nous avons décidé de lancer une enquête administrative et puis aussi un courrier pour rappeler les règles aux maires d'arrondissement. Quelles sont donc ces règles concernant l'accueil de tous les enfants dans les écoles? Eh bien, écoutez, les règles, c'est d'accueillir tous les enfants parisiens dans les écoles parisiennes, et ça aussi, c'est appliquer la loi. Jean-Pierre Faucade, un commentaire moi, je suis moins sur cette dénonciation. C'est pas une dénonciation. Qui fait débat. Non. Il y a dans le Code de procédure pénale un article 40 qui demande à tout fonctionnaire ou à tout homme politique de signaler au procureur de la République une infraction qu'il constate. Là, la dame en question a demandé le passeport pour vérifier le nom et l'adresse, et elle a vu que le passeport n'était pas en règle et que c'était manifeste, il n'y avait pas de visa et que le temps de visa, le passeport était tout à fait. Le rôle d'une fonctionnaire, c'est l'article 40 du Code pénal. De la scolarité. Si elle ne l'avait pas fait, elle aurait été à l'infraction. Alors que le procureur de la République est libre de suivre ou de ne pas suivre. N'est-ce pas? Mais je crois que dans cette affaire, il ne faut pas accuser un agent de service public qui a appliqué un article du Code de procédure pénale. Écoutez, l'enfant a été inscrit à l'école. Et ensuite, il a été dénoncé. C'est ça qui s'est passé. S'il était inscrit... Mais c'est pas une dénonciation. C'est une obligation légale qui s'impose. Vous avez cette interprétation de la loi. Oui. Moi, je peux aussi vous citer le Code de l'éducation qui oblige à ce que tous les enfants, quelle que soit leur situation, soient scolarisés en France. Il me semble encore que nous sommes le pays des droits de l'homme et nous devons appliquer quelques règles élémentaires au point de vue de l'humanisme. Ce ne sont pas que des stocks et des flux, comme le dit toujours M. Hortefeux, qui vient encore d'annoncer ses exploits dans les expulsions. Ce sont des hommes et des femmes, en l'occurrence un enfant qui rentre à l'école. Mais ne mélangez pas les choses. Il y a manifestement l'application de l'article 40. Bien. Le procureur de la République... avec zèle, là, parce que... Le procureur de la République... La fonctionnaire aurait pu considérer qu'il ne s'agissait pas là d'un grave délit. C'est pas une affaire dramatique. Ça ne trouble pas l'ordre public que d'inscrire son enfant à l'école, il me semble. Je suis d'accord avec vous, humainement, c'est une affaire pénible. Mais la fonctionnaire en question a fait ce qu'elle devait faire. Écoutez, il y a une enquête administrative qui va justement éclaircir cette situation et voir dans quelles conditions tout ça s'est passé. Alors vous parliez justement du nombre d'expulsions. Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration, en a parlé. Donc le nombre d'expulsions qui dépasse sur 9 mois celui de toute l'année 2007. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, comme je le disais il y a quelques instants, on parle de stock, on parle de flux, on parle de quotas. On ne parle pas d'hommes et de femmes. Je vois encore un décret qui arrive justement pour encore limiter le nombre de visas. On nous fait croire que c'est pour une meilleure intégration de ces personnes. Donc c'est le test. Moi, je n'appelle pas ça une politique de l'intégration. Moi, je suis en charge de l'intégration sur la ville de Paris. J'appelle ça une politique d'expulsion. Il faut préciser, il s'agit de toute demande de visa d'immigration familiale qui donnera lieu à un test de français. Voilà. Et puis aussi des questions sur... Madame. Oui. Ça, nous ne pourrons pas on peut faire discuter. Quoi. On peut discuter aussi. Vous avez voté cette loi. C'est fait. D'accord. Oui. Je peux le décret sera publié samedi au journal officiel. Le décret qui doit être publié. Oui. Donc voilà. Vous pouvez même le déférer au Conseil d'État si vous l'estimez qu'il trahit la loi. Voilà. Donc est-ce que vous trouvez que gênant que l'on demande à des candidats à l'immigration la maîtrise minimum du français? Il faut arrêter de se moquer du monde, parce que on veut en fait que les gens qui arrivent sur le territoire français aient déjà une base pour pouvoir pratiquer la langue française. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, puisque nous avons un parlementaire qui vote à la fois le budget, qui a voté ces lois, quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour des pays où des gens qui peuvent être éligibles justement à avoir un visa, qui sont au fin fond des provinces de ces pays, comment ils vont avoir accès à ces cours? Parce que l'obligation d'y être pendant 2 mois, ça implique des déplacements, ça implique beaucoup de choses. Et puis, il ne s'agit pas que d'un contrôle de la langue française, mais aussi de questions touchant au culturel. Et j'aimerais bien aussi savoir de quoi il s'agit. Les valeurs de la République, dit-on. Par exemple, on va demander aux gens qui passent les tests culturels. On va demander par exemple, est-ce qu'une femme en France peut travailler sans l'autorisation de son mari? C'est le genre de question qui sera posée. Compte en banque, est-ce que j'aimerais bien qu'on pose aussi la question à tout le monde. Non mais madame, nous essayons de faire une politique d'intégration. Pour que la politique d'intégration réussisse, il ne faut pas qu'il y ait sans arrêt des gens qui arrivent, des flots continus, sans parler le français, sans connaître les principes de base de notre société. Pourquoi
dépensons beaucoup d'argent à l'heure actuelle. On a étudié ce matin en commission des finances les crédits de l'action extérieure de l'État. Nous dépensons beaucoup d'argent pour les lycées français, l'enseignement du français à l'étranger dans les différents pays. Et vous savez qu'avec l'Afrique, je parle le cas du Sénégal ou le cas du Mali, nous faisons de gros efforts avec les alliances françaises pour permettre justement une sensibilisation à la langue française. C'est ça qui est dans le décret. Et c'est tout à fait naturel. Sinon, les gens ne pourront pas s'intégrer. Pourquoi exclure dans le décret les pays en guerre et les pays victimes de catastrophes naturelles? Pourquoi? Et puis, il n'y a pas que... Depuis 2001, la ville de Paris aussi s'applique à jouer une politique d'intégration. Par exemple, en matière d'apprentissage de la langue. Alors, par exemple, nous avons les cours municipaux à la ville de Paris. Nous en avons pour plus de 32 000 heures de cours municipaux d'apprentissage de la langue française, ce qui représente 6 millions d'euros pour l'année 2008-2009. Nous avons une vraie implication et une intégration, pas pour, je dirais, en phase de bloquer les gens, mais vraiment pour qu'ils deviennent des citoyens parisiens et qui puissent vivre dans leur quartier, accompagner leurs enfants à l'école, comprendre le système effectivement au regroupement familial. L'objectif qui a été réaffirmé aujourd'hui d'ailleurs par Brice Hortefeux est de parvenir à un taux de 50% d'immigration professionnelle et ce chiffre augmente. Il atteint 17% par exemple. Est-ce que sur cette idée-là, vous êtes également en désaccord, favoriser l'immigration professionnelle? Moi, je suis en désaccord parce que je ne suis contre la politique des quotas qui, en plus, on va faire venir ces personnes sur des contrats à durée déterminée. Et on leur accorde quoi comme vie privée à ces personnes sur notre territoire? Ce ne sont pas que des gens pour venir travailler sur des chantiers ou dans des milieux de restauration. Situation actuelle dans laquelle l'immigration pour raison professionnelle représente moins de 10% des gens qui entrent en France. Et tous les travailleurs sans papier aujourd'hui, 17. Sur les premiers mois de l'année. 17% ça monte. Quand on a commencé. Ça monte. Il faut que ça arrive à un chiffre raisonnable. Et il est évident que nous avons des besoins pour le faire fonctionner un certain nombre de services et d'entreprises en France, mais que la politique d'immigration sans contrôle est une politique qu'aucun pays européen ne fait. En Espagne, M. Zapatero a pris des mesures aussi précises que nous. En Grande-Bretagne, ils ont pris des mesures. Tous les sans-papiers. Oui, mais je vous assure que peut-être que je suis plus proche de lui que vous, mais en l'occurrence, il a pratiqué une régularisation massive. Parce que ça a fait arriver d'autant plus de gens qui sont venus d'Afrique ou d'ailleurs. Non, je crois que dans cette affaire, on ne peut pas arriver à se mettre d'accord. Il y a un certain nombre de règles en matière d'immigration. Ces règles, il faut les respecter. Et moi, je crois que la vérification des rudiments de la langue française est un des éléments de base du système d'entrée sur notre territoire. Bon, voilà pour ce débat sans cesse relancé. Aujourd'hui, on l'a encore vu. Merci Jean-Pierre Fourcade. Alors que nous attendons dans quelques minutes maintenant le président de ZEO, la Banque publique des PME, un mot sur le plan que propose Dominique Strauss-Kahn dans une interview au Monde ce soir, puisque le Monde est sorti anti-crise. Le président de la République a obtenu une réunion essentielle le 15 novembre à Washington avec à la fois les États-Unis, l'Europe et les pays asiatiques. Il est clair que dans cette réunion, le FMI, le Fonds monétaire international, doit proposer un certain nombre de choses. Oui. Et Dominique Strauss-Kahn, dont je me réjouis qu'il puisse rester directeur du Fonds monétaire parce qu'il a la compétence nécessaire, a dit aujourd'hui deux choses essentielles. D'une part, il a proposé un programme en 5 points dans lequel il a dit le FMI ne peut plus être le pompier, mais il doit aussi être le maçon. Et même l'architecte. Et il y a une phrase essentielle dans son interview. Le Fonds monétaire a tiré les leçons de ses erreurs passées. Quelles étaient ces erreurs? C'était de s'occuper davantage de l'économie des pays considérés que des mouvements monétaires internationaux. Il faut donc qu'il revienne à sa vocation première, qui est la surveillance et la régularisation des mouvements monétaires. Il faut s'attaquer à la titrisation, il faut s'attaquer à tous les fonds avec des valeurs tout à fait bizarres. Les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, nous sommes d'accord là-dessus. Vous avez vu déjà qu'au niveau du Luxembourg, ça commence à poser des questions, n'est-ce pas, les paradis fiscaux. Et le programme qu'il propose, augmentation des mises en place de prêts nouveaux. D'ailleurs, le FMI, avec l'Islande, avec la Hongrie, etc., commence à donner de l'argent à ça. De l'argent aussi, évidemment. Mais le problème de fond, c'est que il faut refaire un système monétaire international. On peut pas revenir à un système de change fixe. Oui, Dominique Strauss-Kahn parle d'une nouvelle gouvernance mondiale. Une nouvelle gouvernance mondiale avec une surveillance des régulations financières, des banques centrales,
Je suis très heureux que les banques centrales commencent à travailler ensemble. Et d'autre part, éviter que dans le système monétaire actuel, il y ait l'effet de domino. C'est-à-dire quand il y a une bêtise aux États-Unis ou une erreur aux États-Unis, ça se traduit par l'ensemble des banques mondiales. C'est ce que propose Dominique Strauss-Kahn. J'espère qu'il trouvera un accord sur ces propositions. Oui, il demande aussi des fonds supplémentaires, bien sûr, pour accorder ces nouveaux prêts. Oui, il y a des pays qui ont de gros excédents. Ah oui. Je crois qu'il est très important que l'affaire la plus importante de la 5 dernières semaines, c'est le contact avec les pays asiatiques. Oui. Monsieur Kouchner nous en parlait tout à l'heure en réponse aux questions d'actualité. Je suis persuadé que les pays asiatiques sont prêts à participer à cet effort. On verra s'ils répondent effectivement à ces demandes. François Drouin arrive, bonsoir, entrez. Ça va dans le bon sens. Voilà, François Drouin, PDG de ZEO, qui arrive tout de suite de l'Elysée. Bienvenue. Merci, on attend un compte rendu. La banque publique qui permet le financement des PME, vous avez reçu des fonds supplémentaires, 5 milliards d'euros, car la demande est très très forte, évidemment. Alors François Drouin, que voulait savoir Nicolas Sarkozy en recevant les banquiers tout à l'heure? Je crois qu'il voulait surtout exprimer l'importance du plan de soutien qui a été mis en place. C'est un plan robuste et puissant. Alors il y a la partie bancaire, puis la partie des PME qui est celle qui concerne plus OSEO, qui est une partie vraiment forte. Il y a 22 milliards d'euros, je le rappelle, 17 milliards d'euros de liquidités qui sont donnés aux banques, et puis 5 milliards d'euros qui sont confiés à OSEO pour aller directement dans les PME. Qu'est-ce que vous faites de ces ressources justement supplémentaires? Alors il y a 2 milliards qui vont en prêt, en cofinancement auprès des banques, et puis il y a 2 autres milliards qui viennent soulager les risques que prennent les banques lorsqu'elles prêtent aux PME. Donc nous soulageons ce risque. Et enfin, c'est le plus intéressant peut-être, c'est le milliard, le 5e si je puis dire, qui lui permet de financer la trésorerie, parce que les difficultés, elles viennent plus du court terme, sur la trésorerie. Alors, vous êtes avec nous ce soir, c'est formidable, parce que vous jouez carte sur table, d'une certaine manière, et puis on entend les publicités de ZEO sur toutes les ondes des radios. Mais on a entendu tout à l'heure Nicolas Sarkozy rappeler à l'ordre quand même les banquiers, puisqu'il a dit qu'il y avait une espèce de pacte moral entre eux et la nation. C'est un avertissement? Est-ce que vous estimez, par exemple, que les banques ne font pas assez leur travail? Je ne sais pas si elles font pas assez leur travail, mais elles doivent le faire. Je crois que la nation a fait un effort important pour soutenir les banques dans une crise financière qui était très grave. Et donc, je crois qu'effectivement, les banques ont le devoir d'être bienveillantes vis-à-vis des entreprises, bienveillantes vis-à-vis des citoyens. Mais j'observe qu'elles le font plutôt. Nous avons mis en place un numéro vert qui beaucoup d'appels de PME, de patrons de PME très inquiets. Non, il ne faut pas dire ça. Nous avons reçu 5000 appels. Alors, on peut dire que c'est beaucoup, 5000 appels, mais c'est à peu près 400 par jour. Vous savez, je vous rappelle qu'il y a quand même 2 900 000 PME en France. Quel est le message? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, la moitié demande des informations. Ils veulent anticiper, ils veulent prévenir plutôt de guérir, qui est exactement le sens de ce plan. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir de ce plan? Et pour eux-mêmes, pour 2009, savoir un peu comment se présenter. Donc c'est assez positif. Donc la moitié c'est des demandes d'information, et puis il y en a quelques-uns qui disent qu'ils ont des difficultés avec leur banque, mais c'est pas la majorité du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un message contradictoire du chef de l'État aujourd'hui, parce qu'il a donc rappelé que les banquiers devaient intervenir vous-même, mais il dit en même temps que les licenciements seront inévitables? Si vous permettez, il y a un point très important dont on ne parle jamais, c'est que en contrepartie de l'argent qui a été prêté aux banques, et notamment aux 6 grands réseaux français, je ne parle pas de Dexia, qui est un autre problème, mais qui a été prêté aux banques, il y a une convention qui est signée par l'établissement qui reçoit, et dans cette convention, il y a d'une part un engagement de croissance des crédits au cours de l'année. Par conséquent, ils peuvent pas se restreindre, ils sont obligés. Alors ça touche la BNP, la Générale, etc. Et d'autre part, il y a un engagement éthique sur les rémunérations, etc. Cette convention c'est la contrepartie de la participation au fonds propre. On l'oublie trop souvent. Les perspectives sombres. Dominique Strauss-Kahn qui dit que la croissance sera nulle pour les pays développés l'an prochain. Et puis Nicolas Sarkozy, devant vous tout à l'heure, qui dit qu'il y aura des licenciements inévitables. Et les patrons de PME qui vous appellent, vous en parlent aussi? Les patrons de PME, si vous voulez, gèrent leur entreprise. Ils s'inquiètent du carnet de commandes, ils s'inquiètent effectivement de leur perspective de développement.
pour leur entreprise, mais ils ne nous disent pas de manière forte, à part quelques cas bien entendu, sur 5000 c'est évident, mais ils ne nous disent pas du tout que leur banque leur coupe les vivres ou qu'ils sont dans une situation dramatique. Il y a quelques cas, les dispositifs que nous avons mis en place, c'est là pour les régler, et nous les avons résolus. Mais ça n'est pas massif, ça n'est pas du tout une émeute, un soulèvement massif disant les banques ne jouent pas leur rôle. Nous observons dans l'ensemble, mais ça peut être amélioré. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est les problèmes des délais de paiement. Il ne faut pas qu'ils s'allongent et qu'ils s'étirent. Et donc chacun, je crois, doit un effort de solidarité économique à avoir et de payer rapidement ses fournisseurs et également de pouvoir assurer le poste de court terme et du crédit. En tout cas, c'est la mission d'Oseo. Nous sommes là pour être bienveillants avec les PME et les aider. Alors une autre mission d'Oseo aussi, c'est de partager les risques avec la banque et un petit peu de les rassurer en fait pour qu'ils prêtent davantage. Alors on les rassure pas seulement, mais on les assure au sens de l'assurance. Alors ils sont moins frileux. Écoutez, nous avons donc des moyens renforcés pour le faire. C'est 2 milliards d'euros de risques que nous pouvons prendre. Et puis également, sur le court terme, 1 milliard d'euros en risque. Et nous avons déjà signé des conventions dans ce sens sur l'ensemble du territoire. Donc ça avance, ça se fait. Et encore une fois, je crois que l'important, c'est le poste de court terme. Vous êtes confiant pour l'avenir ? Écoutez, oui, je crois que l'économie... Vous êtes à dire cela, hein. Il y a des nuages noirs et il y a des nuages sombres qui s'amoncellent, mais si vous voulez, moi j'observe que les chefs d'entreprise sont responsables. Ils disent bon, écoutez, moi j'ai des difficultés, mais je vais essayer de les surmonter, de les résoudre et de me débrouiller dans ce contexte. Et je souhaite que mon environnement professionnel, que ce soit mes clients, mes fournisseurs, mon banquier, soit solidaire de mes problèmes. Est-ce que vous aurez besoin de quelques milliards supplémentaires dans les semaines qui viennent, par exemple ? Nous verrons. Pour l'instant, ce que nous avons est largement suffisant. Nous pouvons, avec cela, dans une logique de prévenir plutôt que de guérir, nous avons les moyens, nous pouvons agir et nous le faisons. Voilà. Après, si ça manque, on verra. On repassera au guichet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les secteurs les plus touchés, d'après les coups de fil que vous recevez ? Quels sont les secteurs les plus touchés par la crise ? Évidemment, ceux qui sont épargnés, évidemment, on le comprend bien, le secteur du bâtiment et des travaux publics, parce que là, il y a un coup de frein fort sur l'immobilier et la promotion. Il y a peut-être aussi une espèce d'expectative de certains projets qui allaient démarrer. Donc ça, c'est des secteurs qui effectivement sont les premiers. Est-ce que certains profitent de la crise, justement, certains secteurs ? Mais bien sûr que ça va ouvrir des opportunités. Il va y avoir des regroupements d'entreprises, et ça, c'est pas forcément mauvais, d'ailleurs, s'ils sont anticipés et gérés. Parce que, vous savez, on a un tissu économique qui est fait de trop petites entreprises en France. Donc si on peut les regrouper et faire qu'elles soient plus fortes, ce serait à notre avantage. Mais il y a aussi des facteurs positifs dans cette crise. Vous savez, le prix du pétrole, il a baissé de près de moitié. Et quand il montait, tout le monde pleurait et hurlait. Le dollar, il a remonté aussi. Donc, il y a des éléments qui permettent de tirer un peu son épingle du jeu dans un contexte très difficile, j'en conviens. Il ne faut pas tout voir en noir. C'était l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, comment vous qualifiez l'ambiance ? Je crois qu'il voulait attirer l'attention de les plus hauts responsables de l'État dans les régions en disant la crise est grave et soyez des acteurs. Oui, parce que les préfets étaient là aussi. Et les préfets, généraux également, pour surveiller tout ça, car tout le monde semble se contrôler, un peu, s'observer. Non, mais je crois qu'il voulait dépasser le message que nous avions des comptes à rendre et à rendre à l'État. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette édition de 18h. Merci Sonia, bonsoir. Tout de suite, enjeu d'avenir qui revient sur la loi hôpital, patients, santé et territoire, inspiré du rapport Larcher. Bonsoir. Qui sera le prochain président des États-Unis, John McCain ou Barack Obama? Pour suivre en direct les résultats des élections, passez la nuit du 4 au 5 novembre en compagnie de Public Sénat, avec ses journalistes et nombreux invités, et CNN en traduction simultanée. La nuit américaine en direct, c'est Bouge la France, présenté par Pierre Sled à 22h, puis à partir de 3h du matin, une tranche d'information en continu.